Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Je m'appelle Annelise, je suis l'hôte de ce podcast et aujourd'hui, à La Consulte, je reçois Marine. Au moment de choisir sa spécialité, Marine a renoncé à son projet initial et son parcours, pour en arriver à son exercice actuel, a été façonné par les rencontres et le compagnonnage. Aujourd'hui, elle fait évoluer sa pratique au gré des apprentissages, mais elle a trouvé la spécialité, celle qui lui va comme un gant et qu'elle adore, avec ses richesses et ses difficultés. Je vous laisse écouter Marine, qui partage avec nous son bonheur professionnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marine. Bonjour Annelise. Bienvenue à La Consulte. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Marine, j'ai 34 ans et je suis algologue ou médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur chronique. J'exerce entre deux lieux de travail. Déjà, je suis praticien hospitalier, c'est-à-dire médecin à 60% à l'hôpital de Mâcon, au sein de la consultation douleur. Et j'exerce à 40% au Medipôle de Lyon, au sein du département douleur chronique et soins de support. Aujourd'hui, avec toi, j'aimerais qu'on parle de ton parcours et qu'on reprenne l'histoire au début de tes études de médecine. Quand tu as commencé médecine, est-ce que tu connaissais cette spécialité d'algologie et qu'est-ce que toi tu voulais faire ? C'était quoi ton projet quand tu as commencé médecine ? Alors moi, mon projet à la base, c'était d'être gynécologue obstétricien parce que ma maman est sage-femme, mon papa est gynécologue obstétricien, donc forcément. Mais en fait, quand je suis passée en tant qu'étudiante en stage à la maternité et que je me suis rendu compte que pendant les césariennes, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes, je me suis dit que 5 ans d'internet chirurgie, ça allait être compliqué. Et puis, de toute façon, je me rendais bien compte, que je suis quelqu'un qui est très stressé et que cette spécialité-là, où il y a beaucoup d'urgences, où je dois gérer 3 personnes, en fait, la maman, le bébé qui arrive et l'enfant que deviendra ce bébé plus tard. Moi, ça allait complètement me paniquer et j'aurais pas fait un bon praticien et je me suis dit, la médecine générale, je peux tout à fait faire de la gynéco, plein de choses aussi sympas, donc pourquoi pas. Et puis dans mes études, j'avais fait une espèce de module de cours sur l'éthique, la déontologie médicale, où déjà on avait beaucoup abordé les questions du sens du soin, de la fin de vie, des soins palliatifs. Ce dernier aspect m'intéressait beaucoup. Et puis j'étais aussi un peu frustrée parce que pendant nos études, en fait, les cours qui traitent sur la prise en charge de la douleur, finalement, en fait, il y en a très peu. On nous explique pas vraiment beaucoup de choses. Ce que je trouvais dommage, c'était que c'était en stage à l'hôpital et qu'on apprenait en fait tous les petits trucs qui pouvaient apporter plus de confort pendant les soins. C'est comme ça que je me suis renseignée qu'il y avait donc un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Ça, c'est le nom un peu barbare, mais ça s'appelle les DESC. En fait, c'est la médecine générale, c'est une spécialité et un DESC, c'est une super spécialité, en fait, on peut dire ça comme ça. Et qu'il y avait un DESC de douleur chronique et soins palliatifs. Ça m'avait intéressée et du coup, mon stage d'interne en service de médecine adulte, j'ai décidé de le faire à l'unité de soins palliatifs, donc de la ville où j'ai fait mon internat. Et ça m'a énormément plu parce que c'était prendre plus de temps avec les gens, c'était vraiment réfléchir aux examens complémentaires qu'on allait prescrire et ce qu'on allait en attendre et ce qu'on allait en faire. C'était une pratique qui était beaucoup plus sur l'examen clinique.
voilà, la prise en compte de la famille et puis avec l'équipe soignante, ce qui était super intéressant, c'est que c'est des gens qui sont vraiment tout le temps là-dedans, dans ce questionnement du sens du soin, en fait, qu'on propose. Donc ça m'avait vraiment beaucoup plu. Ce qui m'avait aussi plu, c'est que quand on entend généralement le mot soins palliatifs, on se dit qu'on fait plus rien, alors que non, en fait, les soins palliatifs, c'est du soin vraiment actif. Voilà, il y a des chimiothérapies palliatives, il y a de la radiothérapie palliative, on peut faire des chirurgies à visée palliative. Ça m'intéressait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc en fait, j'ai fini ma maquette. Donc la maquette, c'est le nombre de semestres obligatoires qu'on doit faire dans un parcours. La maquette de médecine générale et mes 2 derniers semestres. Donc j'en ai passé un à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Mâcon. Et l'autre, j'ai fait un interchu en fait à l'hôpital de Nancy, au sein du centre de la douleur non cancéreuse de l'hôpital de Nancy. Et là, voilà, je me suis dit qu'en fait, la douleur chronique, c'est encore mieux parce que voilà, il y avait des recommandations qu'on n'a pas forcément tout le temps en soins palliatifs. Il y a beaucoup de protocoles d'études. C'est des soins qui sont l'aspect technique est encore plus développé. Ce qui m'a aussi énormément intéressée, c'est la transversalité parce que travailler avec des neurologues, des neurochirurgiens, des médecins rééducateurs, des rhumatologues, des psychiatres, je trouvais ça vraiment super de travailler en équipe comme ça, d'avoir beaucoup de réunions. On parle des cas compliqués des gens qu'on prend en charge. Et tout ça, ça a fait que voilà, je m'étais décidée pour un assistanat d'une année en unité de soins palliatifs. Et en fait, voilà, comme j'aime bien les études qui durent bien, bien longtemps, et en plus, je suis partie derrière sur 2 ans de plus d'assistanat, donc au sein de la consultation douleur de l'hôpital de Mâcon. Et ça m'a confirmé que la douleur chronique est la meilleure spécialité du monde entier. Rien que ça. C'est la meilleure spécialité du monde pour moi. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait, quoi. Et ça continue. Donc c'est pas la peine que je te demande si tu es heureuse dans ta vie professionnelle. J'imagine que la réponse est oui. Oui, parce que de par ma formation de médecin généraliste, je trouve que c'est un énorme atout parce qu'on a vraiment une vision globale des gens, en fait. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'en douleur chronique, en fait, tu suis les gens quand même pendant un petit laps de temps, quoi. Donc en fait, tu arrives à développer une relation, la relation privilégiée que, par exemple, un médecin de famille peut avoir. Et donc ça, c'est génial. Et puis, tu as un luxe absolu. Là, c'est le temps, en fait. Tu as du temps pour discuter avec les gens, quoi. Et ça, c'est absolument formidable. Oui, il y a toujours cet aspect transversal, il y a toujours cet aspect travail d'équipe. Toute l'équipe est importante, en fait. Les secrétaires sont super importantes parce que, pareil, au fur et à mesure, elles connaissent les gens, donc elles peuvent me dire, voilà, la fille de Madame Intel a appelé, ça va pas, tu sais, Madame Intel, qu'elle te rappelle un peu parfois les situations qui ont de l'importance, ou tu vois, quand il y a des demandes de consultation, soit d'un collègue ou d'un médecin généraliste, elles peuvent dire, ah bah oui, mais voilà, le collègue, je l'ai senti quand même un peu inquiet au téléphone, il faudrait peut-être que tu rappelles rapidement. Les infirmières, sans infirmières, il n'y a pas de soins, sans infirmières, il n'y a pas de planning. Là, voilà, j'ai un énorme respect pour les infirmières de toute façon en général et pour les infirmières qui travaillent en équipe avec moi en particulier. Et puis, collègues, sages-femmes et mes collègues médecins qui sont formidables du coup. C'est vraiment pareil, une chance de travailler toujours dans cette atmosphère de bienveillance et de cohésion d'équipe, y compris à Lyon, là où je travaille, où c'est une plus grosse structure, une plus grosse équipe, et malgré ça, il y a toujours cette cohésion d'équipe qui reste, cette bienveillance, ce soutien, et ça, c'est absolument formidable, des conditions de travail comme ça. L'ambiance de travail, les gens avec qui tu travailles, c'est important pour toi? C'est super important. C'est essentiel de pouvoir dialoguer, de pouvoir te dire tiens, on se prend un temps tel jour pour échanger. L'avantage de la douleur chronique aussi, c'est qu'on fait beaucoup de réunions de concertation pluridisciplinaires.
donc que ce soit des réunions avec d'autres équipes de la douleur. Par exemple, à Lyon, on travaille beaucoup avec une structure psychiatrique qui a en son sein une consultation douleur. Donc ça, c'est super intéressant pour des gens qui ont des profils psychologiques ou psychiatriques un peu particuliers, pour avoir aussi des avis un peu plus addictologiques. On a aussi des RCP RACHIS, où là, on travaille beaucoup avec les médecins rééducateurs, les neurologues, les rhumatologues, les neurochirurgiens. Pareil pour discuter des cas un peu complexes et valider certaines procédures techniques. Et puis, qui est super à Lyon, en fait, au sein de l'équipe douleur, il y a vraiment une partie de l'équipe qui est spécialisée dans la douleur du périnée et la douleur abdominopelvienne. Et donc, en fait, tous les mois, il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire en présentiel, donc avec le patient, le conjoint s'il le souhaite. Et donc, c'est des consultations où on est 2 médecins de la douleur spécialistes dans la douleur pelvipérinéale, une neurochirurgienne, il y a aussi une psychologue, un ostéopathe, une kinésithérapeute. C'est pareil pour les situations les plus complexes, où pareil, valider certaines procédures. On prend un temps de discussion pluridisciplinaire et collégial. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est le meilleur qu'on puisse proposer. Alors, je me rends bien compte que c'est pas possible partout, qu'il y a des problématiques de temps, etc. Mais je pense que vraiment, encore une fois, c'est génial de pouvoir faire ça et de pouvoir motiver des praticiens différents de différentes spécialités pour apporter une prise en charge la plus adaptée à chaque personne, en fait. Ah oui, et puis j'oubliais, dans l'équipe du périnée, on a aussi une collègue qui est rééducatrice et qui est spécialiste dans la dynamique du périnée. Ça, c'est aussi extrêmement important. Voilà. J'entends bien dans tout ce que tu dis, à quel point c'est important de travailler, en équipe et en collaboration, à quel point les collègues sont importants et ça m'amène à cette question, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, qui ont été des modèles, voire des mentors, dans ton parcours, quel que soit le stade de ton parcours? Oh là oui, énormément. Énormément. Déjà, il y a mon chef à Nancy, en fait, qui m'a reçue dans le service de la consultation de la douleur. Il avait jamais eu d'interne et franchement, moi, j'ai pas du tout eu, pourtant c'était un CHU, mais j'ai pas du tout eu comme tu vois, comme beaucoup d'internes, tu vois, j'ai pas du tout eu cette ambiance de l'interne qui doit faire tourner le service, qui doit tout faire, etc. Enfin non, franchement, là, il m'a aménagé un truc formidable, quoi. Tu vois, au bout de 2 mois, je faisais mes consultations toute seule, je faisais des soins, je faisais les consultations d'éducation thérapeutique. Je suis allée 1 semaine suivre une dame en centre de rééducation, donc j'ai fait la balnéo, j'ai fait l'ergothérapie, j'ai fait plein de trucs. Je suis allée 1 semaine en neurochirurgie, je suis allée au bloc, c'est vraiment génial. Après, du coup, quand je suis arrivée à l'hôpital de Mâcon pour mon assistanat, là, j'ai eu la chance de compléter ma formation auprès de mes 2 collègues qui étaient là, donc qui sont toujours anesthésistes et qui ont complété ma formation, qui m'ont formée aux infiltrations, à certaines procédures que je connaissais pas encore. Et du coup, notamment, en fait, à Mâcon, un de mes collègues recevait les gens qui avaient des douleurs du périnée et abdominopelviennes, et moi, j'y connaissais rien. Parce que quand j'étais à Nancy, je n'y connaissais pas trop. En fait, c'est que je fais un petit aparté, la douleur pelvienne du périnée, c'est encore une spécialisation dans la douleur chronique, donc c'est une surspécialisation. Et en fait, en gros, le centre de référence historique, c'est Nantes. Je savais qu'à Lyon, il y avait un petit peu, mais j'en savais pas plus. Et donc, du coup, mon collègue me connaît, m'a dit, il va falloir que tu reçoives en consultation ces personnes-là, parce qu'elles ont besoin et tu vas apprendre. Donc, il m'a donné quelques fiches de cours, etc. Et il m'a dit, tu vas aller voir un ami à moi, donc qui est anesthésiste et qui est le référent lyonnais de la douleur pelvipérinéale depuis plus de 30 ans. Et donc, j'y suis allée, j'ai commencé à consulter avec lui. Et en fait, c'est le docteur Christian Baude, qui est assez connu parce qu'il a écrit plein d'articles
Et en fait, il avait toujours voulu avoir un élève, en fait, pour transmettre un petit peu, tout son savoir, ses connaissances et puis son savoir-faire et son savoir-être aussi dans ces consultations-là, qui ont certaines particularités. Et donc du coup, j'ai fait quelques consultations avec lui, on s'est bien entendu, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de prise en charge globale de la douleur. Et donc, du coup, quand j'ai fini mon assistanat, en fait, il m'a proposé de venir travailler avec lui à Lyon. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et encore une fois, enfin voilà, moi j'ai vraiment eu de la chance dans mon parcours parce que je suis vraiment tombée sur les bonnes personnes au bon moment. Après, je sais pas, enfin, si on est croyant, on évoque Dieu, enfin, voilà, si on n'est pas croyant, on évoque le hasard ou la vie, je sais pas. Et moi, c'est vrai que tous les jours, je remercie la vie et le destin parce qu'en fait, voilà, j'ai eu les bonnes personnes sur mon chemin au bon moment et c'est ce qui m'a amené à avoir la carrière que j'ai actuellement et dans laquelle je m'épanouis vraiment totalement, quoi. Et c'est encore une chance de pouvoir travailler avec certains des, des gens qui m'ont formé et de continuer à pouvoir bénéficier de leur enseignement tous les jours, quoi. Ce que tu me racontes, en fait, c'est, l'illustration, parfaite, du compagnonnage parfait. Ah honnêtement, enfin c'est ça, quoi. Oui, enfin il y a pas d'autre mot, je veux dire. Enfin voilà, moi, si tu veux, j'ai jamais été terrorisée par un patron. J'ai toujours eu, tu vois, enfin dans mon parcours, le sentiment d'être là pour apprendre des choses, qu'on prenait mon avis en compte, qu'on discutait, qu'il y avait toujours une ouverture, tu vois, au dialogue. Et ça, j'en suis reconnaissante. J'en suis vraiment très, très reconnaissante parce que malheureusement, c'est pas le cas de tous les médecins, quoi, de travailler dans des ambiances de travail comme ça et avec des équipes comme ça, quoi. Dans les questions que j'avais envie de poser, il y avait, cette question, est-ce que si tu devais refaire quelque chose dans ton parcours, s'il y avait quelque chose que tu voudrais changer, si tu pouvais remonter le temps, qu'est-ce que tu voudrais changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer et pourquoi? Non, il n'y a rien que je voudrais changer. Je regrette rien dans mon parcours, rien du tout. Et là, actuellement, j'aurais pas envie d'autre chose. J'ai l'équilibre parfait, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Je voulais te poser la question aussi, le fait de travailler sur 2 sites, est-ce que c'est contraignant? Comment tu le vis, toi? Non, c'est pas contraignant parce que alors, je vais commencer à parler de qui en premier, je sais pas. Tu vois, alors, à l'hôpital de Mâcon, c'est l'hôpital où j'ai fait un internat, où j'ai fait mes 2 ans d'assistanat. J'ai plein de copains, voilà, qui étaient assistants en même temps que moi, qui ont été internes, qui sont restés comme jeunes médecins. Donc c'est voilà, c'est l'hôpital des copains. Tous les médecins de l'hôpital, on se connaît, on s'apprécie, il y a une bonne ambiance. Et si tu veux, c'est moi je crois pas que la douleur chronique doivent être enfin s'exercer uniquement dans des grosses villes ou dans des énormes structures. Moi je pense que ça doit rester aussi une médecine de proximité. Et donc du coup, voilà, je suis contente de pouvoir travailler comme ça. Et puis, si tu veux, on a aussi, je trouve, en périphérie, peut-être une idée un peu plus réelle de la médecine, si tu veux. Je veux dire, tu vas avoir ta consultation chez le cardiologue, c'est entre 6 à 9 mois, enfin, où les médecins généralistes passent par retraite, ne sont pas forcément remplacés. Enfin, je sais que c'est le cas partout et on sait que la région parisienne, par exemple, voilà, c'est un désert médical. Mais là, ouais, je vois vraiment la différence. Après, Lyon, c'est voilà, c'est une plus grosse ville. Pareil, alors au niveau de l'exercice, je vois des pathologies douloureuses un peu diverses et variées, comme à Mâcon. Après, voilà, à Lyon, j'ai vraiment, avec mon collègue Dr Baud, ma spécialisation en douleurs pelviennes et du périnée, mais que j'ai aussi à Mâcon, puisque mon collègue, du coup, me laisse entièrement aussi cette possibilité d'exercice-là. Ça va, j'y trouve mon compte dans les deux. C'est que c'est compliqué en fait. Les deux sont différents, les deux ont leurs avantages, les deux peuvent avoir parfois certains inconvénients.
inconvénients. Mais moi, j'ai mon équilibre comme ça. Pour l'instant, ça va comme ça. Si ton équilibre est là, ça se discute pas, et si tu es heureuse, tant mieux. Tu t'imagines où dans 10 ans? Toujours en médecine de la douleur, toujours pareil, entre Mâcon et Lyon, parce que j'aime bien travailler dans ces deux équipes-là. Puis, tous les médecins qui ont créé les premières structures, voilà, partent en retraite, on n'est pas beaucoup, donc je trouve que c'est peut-être pas mal d'être partagé entre deux structures. Tu vois, par contre, on rajouterait une troisième structure, là, je dirais non. Mais là, entre deux structures, je trouve que c'est bien, que c'est pas mal comme ça. T'as la sensation d'avoir trouvé ta place? Ouais, voilà, tout à fait. Et j'espère bien que la médecine que je vais pratiquer dans 10 ans, ça va continuer passionner, ça va continuer à me faire poser des questions, à avoir des projets professionnels. Ouais, j'espère que je continuerai à ne pas m'ennuyer dans ce que je fais, comme c'est le cas. Enfin, voilà, comme c'est le cas actuellement. Là, moi, je ne m'ennuie absolument pas dans ce que je fais. Je suis toujours très contente, voilà, d'aller en congrès parce que je sens que je vais apprendre des choses, de faire des nouvelles formations, d'écrire des nouveaux protocoles parce que, tu vois, par exemple, pendant le confinement, où l'activité a été modifiée, je trouve que c'était bien, tu vois, comme ça, au niveau professionnel, de pouvoir garder des projets, des objectifs, voilà, l'envie de continuer à faire des choses pour améliorer, en fait, ma pratique, quoi. Quand je t'écoute parler, je me dis qu'il y a cette curiosité et cette envie de toujours se former, et pas que se former, mais d'être en action, en mouvement, de faire des projets, même s'il y a une spécialité qui te plaît, d'être toujours en évolution dans cette spécialité. Oui, c'est ça. C'est entièrement ça. Toujours aussi être en évolution par rapport au progrès de la médecine. Parce que, tu vois, par exemple, le cerveau, on sait que c'est l'organe qu'on connaît le moins. Et manque de bol, la douleur, elle est gérée par le cerveau. Manque de bol, il n'y a pas qu'une seule voie de la douleur, il y en a plein. Et on en apprend tous les jours avec les neurosciences. Et tant mieux, enfin, c'est ça qui fait la richesse de notre métier. T'imagines si on arrivait dans quelque chose et que c'était un métier où tu avais des protocoles qui sont écrits depuis des années et tu n'as aucune possibilité d'évolution. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, tu tournes en rond, quoi, tu vois. C'est aussi pour ça que moi, j'adore faire des DIU quand j'ai aussi un peu le temps. Ça modifie ta pratique au quotidien. C'est génial. C'est une spécialité vraiment qui a une telle richesse, de telles ressources. Il y a des chercheurs justement en neurosciences qui sont absolument passionnants à écouter. C'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est vraiment formidable. Mais ça, je pense que c'est. Bon, je vais parler pour la médecine parce que je connais que ça, tu vois, mais c'est génial, quoi. Tu vois, c'est en fait quand tu deviens médecin, tu t'engages dans un truc, oui, qui peut faire peur parce que tu dis, voilà, moi la médecine comme je l'ai apprise là, quand j'aurai fini ma carrière, ce sera absolument pas la même, mais tant mieux, quoi. Heureusement que ce sera pas la même. Et justement, c'est ça qui fait que c'est intéressant et que c'est motivant, tu vois, de se dire, ouais, je vais apprendre toute ma vie, quoi. Je vais apprendre toute ma vie, je vais m'améliorer en permanence. Et ça, c'est génial. Encore une richesse de la douleur chronique, c'est que si tu veux, pour une pathologie, t'as pas un traitement. Non, en fait, pour une personne, tu vas avoir une prise en charge différente. Tu adaptes, en fait, en fonction de ce que la personne te dit, du suivi, etc. Et ça, c'est la richesse des possibilités, quoi, que tu peux offrir aux gens. Je veux dire, la boîte à outils que tu as est très, très grande. Alors, avec toujours, moi, à mon avis, les trois piliers de base qui sont les médicaments, que ce soit par la bouche, les infiltrations, les patchs antalgiques, les perfusions, tout ce qui est rééducation, donc la kiné, la neurostimulation transcutanée, l'ostéopathie, la fasciathérapie, l'activité physique, et puis tout ce qui est thérapie psychocorporelle, donc voilà, le soutien psychologique, l'hypnose, la sophrologie, la méditation, enfin l'adaptation aussi du poste de travail, ça je ne saurais pas, peut-être plutôt partie dans la partie rééducation, tu vois, mais je veux dire, ça c'est génial de pouvoir travailler comme ça et en fait, par rapport à certaines techniques, par exemple comme l'hypnose, la méditation, alors ça c'est scientifiquement prouvé, on sait que ça active
le système cérébral qui descend dans le corps et qui diminue la douleur. Oui, il y a une ouverture, voilà, sur certaines techniques qui est super intéressante, et une ouverture que ce soit des médecins, mais également une ouverture de toute l'équipe, que ce soit encore une fois psychologue, infirmière, secrétaire. Moi, j'ai la chance de travailler vraiment avec des gens très très ouverts par rapport à ça. Par exemple, quand j'ai travaillé en soins palliatifs, il y avait beaucoup de soignants aussi qui s'intéressaient à la phytothérapie, à l'aromathérapie, et ça c'était génial parce que ça pouvait vraiment proposer des choses en plus pour améliorer le confort des gens. Donc vraiment, je pense qu'on a également une grande richesse là-dedans, quoi, que ce soit la douleur chronique ou les soins palliatifs, et une grande ouverture. Alors après, avec certaines limites, hein. Moi, une fois, il y a une dame qui est venue me voir en me demandant si elle pouvait se faire des lavements aux marques de café. Bon, là, j'avoue, j'ai dit, là, peut-être pas. Après, tu vois, moi, je suis formée en hypnose, donc ça, il n'y a pas de problème, je connais. Tu vois, il y a certaines choses type aromathérapie, phytothérapie, homéopathie, etc., ou l'acupuncture, où là, moi, je suis pas formée dessus. Je dis aux gens, voilà, si ça vous fait pas de mal, ok, bah, essayez, quoi. Donc ça leur fait pas de mal, mais après en restant quand même prudent par rapport aux praticiens qui vont consulter. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur dans ta vie professionnelle? Oui, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins de la douleur et de plus en plus de gens dont il faut s'occuper. Voilà, qu'on n'arrive pas forcément à répondre à toutes les demandes. Toutes les spécialités de la médecine, c'est comme ça. On n'est pas forcément toujours entendu par rapport à nos administrations, que c'est un peu dommage. Voilà, c'est ça qui fait peur. Bah, par exemple, moi je prends l'exemple de l'hôpital de périphérie, hein. Il y a beaucoup de jeunes collègues qui sont partis parce que juste conditions de travail ne leur convenaient plus, quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage, quoi. C'est ça, moi, qui me fait de plus en plus peur, parce que j'avoue que moi, donner un rendez-vous, alors c'est pas le cas actuellement, hein, mais donner un rendez-vous à 8 mois de délai, moi, ça me tord. J'ai des difficultés, tu vois, avec ça, et le problème, c'est que là, doucement, on est en train de s'y acheminer, parce qu'au bout d'un moment, bah, voilà, les journées font que 24 heures. On peut donner aussi que ce qu'on a, quoi, en termes de ressources, etc. Et je pense que pour bien soigner les autres, il faut aussi être bien soi-même. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu ça, moi, qui me fait peur. L'image qu'on a de ma spécialité, je veux dire, encore une fois, pour moi, c'est la meilleure spécialité du monde. Et c'est tellement extraordinaire, en fait, que voilà, quoi, tu vois, je comprends pas pourquoi il n'y a pas forcément d'intérêt pour cette spécialité-là, quoi. Il y a des clichés à propos des médecins de la douleur? Des préjugés? Non, par contre, il y a des clichés à propos des patients douloureux chroniques qui sont pas forcément vrais. Je suis des femmes et des hommes atteints de fibromyalgie qui vont très bien. Ça, je sais que quand je dis ça, des fois des collègues vous désureront, mais c'est la réalité, quoi. Parce que, bah oui, une fois passé l'annonce du diagnostic, qui est pas un diagnostic facile, et encore une fois, pour déclarer une fibromyalgie, il faut quand même un sacré paquet d'événements négatifs dans une vie, physique ou psychologique. C'est vrai que voilà, faut faire aussi le deuil de la personne qu'on guérit, parce que clairement, en douleur chronique, on n'est pas dans cet objectif-là. C'est ce qu'on dit, voilà, assez rapidement aux gens en consultation. On dit voilà, moi, mon objectif, c'est pas d'enlever toute la douleur, c'est de diminuer la douleur de manière à ce que vous récupériez une qualité de vie meilleure, en fait. Donc déjà, ça, je pense que c'est difficile aussi à intégrer quand on est formé en médecine pour guérir les gens. Et je ne sais même plus de la question. Excuse-moi. Je vais dire moi non plus. Mais en fait, je trouve ça hyper important ce point que tu soulèves, c'est que quand on commence métier, on a peut-être tous plus ou moins en tête l'image du médecin qui sauve des vies, de façon de préférence un petit peu spectaculaire. Et en fait, il y a un énorme champ de la médecine où on ne sauve pas de vie. Non seulement on ne sauve pas de vie, mais en plus
on ne guérit même pas les gens, mais Mmh. on leur apporte quand même quelque chose en les Alors, soulageant, en les aidant à faire avec. si je peux me permettre d'ailleurs une remarque, on ne guérit pas les gens du diabète, on ne guérit pas les gens de l'hypertension. Donc, ce qu'on donne comme médicament pour la tension et pour le diabète, c'est des palliatifs. C'était pour revenir un peu au terme de soins palliatifs que j'évoquais précédemment. Et oui, en douleur chronique, on n'a pas guéri les gens. Quand on s'occupe aussi de gens qui ont des douleurs du fait d'un cancer qui n'est plus en phase curative, c'est-à-dire voilà, dans la phase du traitement où l'objectif c'est d'obtenir une rémission, on va dire plus comme ça. Voilà, il y a beaucoup d'études qui ont montré que chez les gens atteints d'un cancer qui ne peuvent plus bénéficier d'un traitement curatif, voilà, les soins de confort, les soins de support, je préfère ce terme-là au terme de soins palliatifs, ça peut considérablement améliorer la durée de vie déjà, et puis la qualité de vie. Et c'est important de le prendre en compte, et je trouve que c'est un peu dommage de pas aborder la question, voilà, peut-être un peu plus tôt dans nos études médicales. Alors après, c'est vrai que bon, il y a peut-être aussi un côté motivation, tu vois. Je pense que si d'emblée le jeune étudiant en médecine, tu dis non, mais alors je t'explique que tu ne guériras pas forcément tous, etc. Voilà, au niveau de la motivation, ça peut apporter un coup, mais bon. Après, je pense que toute spécialité confondue, il y a le joli pays de la théorie que tu apprends dans tes livres, et puis tu as la pratique où tu te prends de toute façon une grande claque dans la figure et où tu dis ok, d'accord, donc il y a ce que j'ai appris d'un TT, et là j'ai appris des choses, mais en face de moi j'ai des gens qui réagissent différemment, donc celui qui va s'adapter en fait c'est peut-être pas forcément celui qu'on pense. Voilà, faut l'intégrer, puis il faut voir comment tu peux l'appliquer à ta pratique quotidienne. Mais je pense que être flexible et être adaptable, ça ne peut qu'avoir des avantages dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Par exemple, quand tu décides d'avoir des enfants. Voilà, petit exemple. Au hasard, bien sûr, l'exemple, hein. Bien sûr, totalement au hasard. C'est une question pour toi, trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avoir suffisamment de temps à consacrer à tes patients et avoir suffisamment de temps à consacrer à ta famille? Ah oui, 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 tout à fait. Pour moi, si tu, enfin, euh, tous les médecins ont un métier difficile, hein, parce que quand n'importe où tu travailles, où tu es confronté des fois à des situations d'une difficulté extrême, à quelque point de vue que ce soit, derrière, la vie personnelle, elle doit être solide. Alors attention, hein, je dis absolument pas qu'il y a une injonction à être en couple, qu'il y a une injonction à être des enfants pour être heureux. Mais c'est voilà, je pense qu'il faut une vie personnelle qui soit stable pour permettre d'affronter la vie professionnelle. Je travaille beaucoup avec, du fait de ma spécialisation en douleurs périnée et du pelvis, moi je travaille beaucoup avec des femmes et des hommes qui malheureusement ont été abusés sexuellement, et ça, mine de rien, tu vois, faut pouvoir l'encaisser. Ou tu vois, ou des récits de violence physique, psychologique, des histoires personnelles très très dures. Et donc du coup, je pense qu'il faut être solide, tu vois, pour pouvoir aussi encaisser ça et le laisser au boulot et pas l'emmener avec toi à la maison. Après, c'est pas tout le temps le cas, hein, enfin, parce qu'il y a des fois des situations qui te touchent plus que d'autres, mais voilà, avoir une vie personnelle équilibrée, savoir voilà s'occuper de soi, prendre du temps pour soi, c'est super important. Est-ce que, il y a eu un moment donné dans ton parcours, un échec ou un moment particulièrement difficile ou une erreur que tu aurais surmontée et qui t'a appris quelque chose? Là, comme ça, bah, si, alors, non, mais je pense qu'en fait, des erreurs, moi, je sais que dès que je fais une erreur de diagnostic, de prescription, etc., ça m'arrive à un moment, il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir plein de choses. Moi, j'ai une tendance à l'autolapidation assez facile, en fait. Donc, je sais que je peux très rapidement partir dans des ruminations, dans aller du coup tout revérifier. Ouais, ça j'ai tendance à le faire facilement. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui est très anxieux, et voilà, ça c'est des choses.
Est-ce que tu as appris à lâcher un peu du lest sur l'anxiété ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à diminuer avec la pratique ? Oui, ouais. Moi, en tout cas, le fait d'avoir eu un enfant, ça m'a limitée. Ça m'a limitée dans les heures supplémentaires, ça m'a limitée dans plein de choses qui étaient pas forcément bonnes pour moi, quoi. Les réunions à Perpète-les-Oies, où je rentre super tard, voilà, les week-ends où, il y a peut-être une formation ce week-end-là, etc. Enfin, là, voilà, non, ça m'a permis vraiment de me recentrer sur ce qui était important pour moi, en tout cas. Le temps passe. Je vais donc te poser la dernière question rituelle du podcast. Quelle est ta tenue de travail ? Blouse à manches courtes et assez courtes, avec plein de trucs, trop de trucs dans les poches. Voilà. Avec toujours les mêmes choses dans les mêmes poches pour que le poids des poches soit toujours le même ? Bien sûr, parfaitement équilibré. Des stylos, plein. Je crois que je vide pas assez souvent. Moi, j'ai tendance à, voilà, quand je vide ma blouse, à tout entasser dans un coin, à pas forcément faire le tri. Et quand je fais le tri trop rarement, il y a des surprises. Voilà, alors je parle pas de trucs un peu dégoûtants, genre, tu vois, un vieux chocolat, un vieux chewing-gum ou un truc comme ça, mais voilà, juste, ah bah tiens, ça, c'était ça, ce truc que je cherche depuis des mois. Voilà, non, ouais, la blouse. Après, moi, faut aussi voir que je fais aussi pas mal d'infiltration en consultation. Donc la blouse, c'est mieux pour protéger les vêtements en cas de projection de bétadine, notamment. Un petit côté pratique, et puis pour être bien aussi identifiable. C'est important ça aussi. Enfin, identifiable comme, alors pas forcément comme médecin, mais tu vois, comme personnel soignant, quoi. Voilà. Oui. J'avoue que si j'avais eu ma blouse quand un gentil gendarme m'a arrêté quand je sortais du Medipôle à Lyon pendant le premier confinement pour me dire alors ma petite dame, on a fini de faire ses courses, je pense que si j'avais eu ma blouse, ça se serait peut-être pas passé comme ça, mais heureusement j'avais mon attestation sur moi. Il a vu que la petite dame, non, elle sortait pas faire ses courses, merci monsieur pour les clichés au passage, et que non, la petite dame elle était médecin et qu'elle sortait du boulot. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Marine. Je te remercie infiniment d'avoir parlé de cette spécialité que j'avoue, je connaissais mal, et je te remercie d'avoir partagé ton bonheur de faire ce travail-là. Merci beaucoup, Marine. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter, et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.